Salam alaikum et bonjour nos musulmans. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire la lecture du dernier chapitre de l'autobiographie de Malcolm X. Donc le chapitre s'appelle 1965. Donc il est mort peu de temps après avoir écrit avec Alex Halles ce dernier chapitre de son autobiographie. Donc c'est riche en informations. Alors je vous propose de l'écouter et peut-être de le réécouter parce qu'il y a tellement d'informations il faut l'écouter plusieurs fois. Et ensuite, je vous invite à retranscrire ces propos à la situation des musulmans en Europe aujourd'hui. Vous allez voir que c'est incroyable comme c'est d'actualité. Soyons francs, les Noirs, les Afro-Américains ne manifestent nullement le désir de porter plainte devant les Nations Unies, d'exiger devant le monde entier que justice soit faite en Amérique. Je savais d'avance qu'ils ne remueraient pas le petit doigt. Je serais sans doute déjà mort quand le Noir américain comprendra que son combat est un combat international. Et je savais d'avance que les Noirs américains ne se rueraient pas sur l'islam orthodoxe. Nos Noirs, les vieux surtout, sont bien trop imbibés de christianisme. C'est pourquoi, lors des meetings que je tenais tous les dimanches à l'Odoboom Ballroom, je n'essayais pas de convertir mes auditeurs à l'islam, mais plutôt de toucher tous ceux qui étaient présents. Non pas les musulmans, ou chrétiens, ou catholiques, ou protestants, baptistes ou méthodistes, démocrates ou républicains, francs-maçons ou autres, mais bien le peuple noir d'Amérique et tous les peuples noirs dans le monde. Car si on conteste nos droits civiques et aussi nos droits humains, notre droit à la dignité, c'est bien parce que nous faisons partie de la grande collectivité noire. Mes auditeurs adoptaient à mon égard une attitude attentiste, je le sentais bien. Les gens étaient incertains quant à mes intentions, et je les comprenais. Depuis la guerre de sécession lui a donné la liberté, le noir s'est engagé dans bien des voies sans issue. Ses leaders l'ont déçu, le christianisme l'a déçu, meurtri, l'homme noir d'aujourd'hui est prudent, craintif. Moi-même, au sommet d'une colline en terre sainte, j'avais compris soudain combien il était dangereux de tenir tout homme, quel que soit, pour un dieu ou même pour l'émissaire d'un dieu. J'en ai assez de la propagande des autres, avais-je écrit à un de mes amis. Je suis pour la vérité, quel que soit l'homme qui l'a dit. Je suis pour la justice, quels que soient ses défenseurs et ses détracteurs. Je suis avant et par-dessus tout un être humain et à ce titre, je suis pour ce qui est bon pour l'humanité toute dans son ensemble. La plupart des journaux américains passèrent sous silence ces déclarations par lesquelles j'essayais de tracer une nouvelle voie pour les Noirs. Les incidents se multipliaient tout au long du long été brûlant de 1964 et on m'accusait sans cesse d'inciter les Noirs à la révolte, à la violence. On m'appelait le Noir en colère numéro 1. Je ne désavouais pas ce titre. Je disais exactement ce que je pensais. Je crois à la colère. La Bible dit qu'il y a un temps pour la colère. Quand on m'accusait d'inciter à la violence, je répondais c'est faux. Je ne suis pas pour la violence gratuite. Je suis pour la justice. J'estime que si des Noirs attaquent des Blancs et si les forces de l'ordre s'avèrent incapables de les protéger, alors les Blancs ont le droit de se défendre, au besoin par les armes. Et si la loi ne parvient pas à protéger les Noirs contre l'agression des Blancs, les Noirs doivent prendre les armes s'il le faut pour se défendre. Malcolm X veut armer les Noirs, titrèrent aussitôt les journaux. Eh bien, j'estime que quiconque se laisse brutaliser sans rien faire pour se défendre est un criminel. Si c'est ainsi qu'on interprète la philosophie chrétienne, si c'est cela qu'enseigne Gandhi, alors je dirais que ce sont là des doctrines criminelles. Dans tous mes discours, j'essaye de clarifier ma nouvelle position à l'égard des Blancs, mais les journalistes préfèrent que mon nom demeure synonyme de violence. Je suis pour la violence si la non-violence ne nous conduit qu'à ajouter indéfiniment la solution du problème noir, sous prétexte d'éviter la violence. Je suis contre la non-violence si elle signifie le renvoi de la solution aux calendes grecques. Si pour faire reconnaître ses droits humains, le noir américain n'a de secours qu'à la violence, alors je suis pour la violence, comme le seraient, et vous le savez très bien, les Irlandais, les Polonais ou les Juifs, qui feraient l'objet d'une discrimination flagrante. Je serai comme eux pour la violence, quelles qu'en soient les conséquences et quelles qu'en soient les victimes. Les Noirs américains ne créent pas, n'envisagent pas la révolution. Certes, ils condamnent un certain système, mais ils ne cherchent pas à le renverser. Ils demandent simplement à y être admis. Est-ce là une révolution? Non. Une authentique révolution noire pourrait entraîner, par exemple, la revendication d'États séparés pour les Noirs, à l'intérieur du pays. Et cela, beaucoup de gens l'ont préconisé longtemps avant Elijah Mohammed.
Quand le blanc est arrivé en Amérique, a-t-il fait preuve de non-violence? Voici ce qu'en dit l'homme, dont le nom est aujourd'hui symbole de non-violence. Notre pays est né d'un génocide. Le premier Américain blanc considérait l'Américain d'origine, l'Indien, comme appartenant à une race inférieure. Bien avant l'arrivée sur nos côtes de Noirs d'Afrique, la plaie de la haine raciale avait déjà défiguré la société coloniale. La lutte pour la suprématie de la race a commencé ici, et le sang a coulé dès le XVIe siècle. Ce pays est peut-être le seul au monde qui ait adopté une politique nationale d'extermination de la population indigène. Pire encore, nous avons fait passer cette tragique expérience par une noble croisade. Encore aujourd'hui, personne ne croit devoir réexaminer ce terrible épisode. Personne n'en a honte. Notre littérature, nos films, notre théâtre, notre folklore l'exaltent au contraire. À qui mieux mieux. Nos enfants apprennent à respecter la violence qui a réduit les peuplades de peau rouge d'une époque antérieure à quelques groupements fragmentaires parqués dans de misérables réserves. La coexistence pacifique, encore un slogan qui vient facilement aux lèvres des Blancs, très bien. Mais en réalité, qu'ont-ils fait? À travers toute l'histoire, ils ont brandi l'étendard du christianisme et porté dans l'autre main l'épée et le fusil. Ce fameux christianisme, qu'a-t-il donc accompli sur cette terre? Il a acculé les 2 tiers de l'humanité à la rébellion. En ce même moment, les 2 tiers de l'humanité sont en train de dire au tiers blanc, tiers minoritaire, va-t'en, et le blanc s'en va. À mesure qu'ils se retirent, les peuples de couleur retournent à leur religion d'origine, que le blanc qualifie de païenne. Une seule religion, l'islam, a été assez puissante pour combattre le christianisme de l'homme blanc pendant 1000 ans. Seul l'islam s'est avéré capable de tenir tête au christianisme blanc. La croisade chrétienne a pris le chemin de l'Orient. La croisade musulmane prend maintenant le chemin de l'Occident. L'Asie est fermée au christianisme. L'Afrique se convertit rapidement à l'islam et l'Europe se déchristianise rapidement. On estime généralement que la civilisation américaine est le dernier bastion du christianisme. Eh bien, si c'est comme ça, si le christianisme qu'on nous propose à l'heure actuelle aux États-Unis et que le christianisme mondial nous offre le meilleur, s'il en est ainsi, toute personne saine d'esprit doit forcément conclure à la fin du christianisme. Savez-vous que certains théologiens protestants qualifient notre époque d'ère post-chrétienne? Si l'Église chrétienne a échoué, c'est surtout parce qu'elle n'a pas combattu le racisme. En cette année de grâce 1965, la conscience chrétienne de congrégations entières et de leurs diacres ne recule pas devant la fermeture de l'Église au nez des fidèles noirs, car l'entrée de la maison de Dieu est interdite aux noirs. Je crois que Dieu est en train de donner aux soi-disant chrétiens blancs leur dernière chance de se repentir et de se racheter de leurs crimes. Mais l'Amérique blanche regrette-t-elle ses crimes contre les Noirs? D'ailleurs, comment le pourrait-elle racheter tant de crimes? Asservissement, viol, brutalité, qu'ont subi des millions d'êtres humains. Une tasse de café, un théâtre, des WC mixtes, toutes ces formes d'hypocrite, l'intégration ne constitue pas un rachat. Pourtant, ce n'est pas l'Américain blanc qui est raciste. C'est l'atmosphère politique, sociale et économique qui nourrit le racisme. L'homme blanc n'est donc pas congénitalement mauvais, c'est la société américaine raciste qui le pousse à commettre des crimes diaboliques. Cette société produit, nourrit un état d'esprit qui favorise l'épanouissement des instincts les plus bas et les plus vils. J'ai passé quelques temps en Amérique, puis je retournais à l'étranger. Cette fois, je passais 18 semaines au Moyen-Orient et en Afrique. Je rencontrai alors Gamal Abdel Nasser, Julius K. Meyer, le président de la Tanzanie, Nnamdi Azikiwe, président du Nigeria, le docteur Kwame Nkrumah, président du Ghana, Sékou Touré, président de la Guinée, Jomo Kenyatta, président du Kenya, et le premier ministre de l'Ouganda, le docteur Milton Abbott, ainsi que des personnalités religieuses africaines, arabes, asiatiques, musulmanes et non musulmanes. En Amérique, pendant ce temps,
La campagne électorale battait son plein. Les agences de presse américaines me téléphonaient d'outre-Atlantique pour me demander si je préférais Johnson ou Goldwater. Je répondais que du point de vue du noir américain, il ne valait pas mieux l'un que l'autre. Johnson est un renard et Goldwater un loup. En Amérique, les conservateurs disent que les nègres restent à leur place et les libéraux disent que les noirs restent à leur place, mais feignons de leur consentir quelques petits avantages. Faisons les marchés à coups de promesses. Il s'agit pour le noir de choisir lequel, du renard ou du loup, va le manger. Je n'avais pas plus de sympathie pour Goldwater que pour Johnson, à ceci près que dans l'antre du loup, au moins je sais exactement où j'en suis. Le hurlement du loup me maintient en état d'alerte, tandis que le renard, avec ses ruses, risque d'endormir mes soupçons. Johnson, c'est le renard type. Quand il devint président, grâce à l'assassinat de Dallas, la première personne qu'il appela auprès de lui fut Richard Russell, de Géorgie. Johnson déclara, à qui voulait l'entendre, que ses droits civiques étaient une question morale, mais son meilleur ami, Richard Russell, sudiste raciste, menait l'opposition contre les droits civiques. Goldwater est un homme que j'estime, parce qu'il dit au moins ce qu'il pense. Sur le problème racial, ses positions racistes n'étaient pas populaires. Il ne les aurait pas prises publiquement s'il n'était pas sincère. Or, il faut toujours se rappeler que les perpétuelles berceuses du renard du Nord ont fait du noir du Nord un véritable mendiant, alors que les noirs du Sud, face à des blancs qui montrent tout leur croc, se sont engagés dans la lutte pour la liberté bien avant les autres. Avec Goldwater au moins, les noirs auraient su qu'ils avaient affaire à un loup authentique. Johnson, lui, est un renard qui les aura à moitié digérés avant même qu'ils aient compris ce qui leur arrive. Mon organisation nationaliste noire connaissait bien les difficultés. Pourquoi le nationalisme noir, demanderez-vous? Parce que dans une société compétitive comme celle des États-Unis, la solidarité des Noirs entre eux doit précéder celle des Noirs et des Blancs. Sans la première, la seconde est impossible. Dans mon enfance, j'avais entendu parler des doctrines nationales de Marcus Garvey, doctrine qui avait valu à mon père de mourir assassiné. Même quand j'étais le disciple d'Elijah Mohammed, il me semblait que les doctrines politiques, économiques et sociales des nationalistes noirs pouvaient rendre à l'homme noir sa dignité de race, qu'elles pouvaient donner à l'homme à genoux le désir de se relever. Mon organisation s'assigne pour objectif de contribuer à l'avènement d'une société où noir et blanc puissent être vraiment frères. Il fallait donc, pour commencer, faire oublier l'ancien Malcolm X. Le Malcolm X musulman noir, c'était très difficile. Il s'agissait de changer progressivement l'idée que le public noir surtout, se faisait de moi. J'étais toujours en colère, mais l'expérience que j'avais faite en terre sainte d'une fraternité authentique m'avait amené à reconnaître que la colère peut être aveugle. Je répétais à qui voulait l'entendre que mes amis étaient maintenant noirs, bruns, rouges, jaunes et blancs, car je sais que bien des blancs cherchent honnêtement à résoudre le problème noir, qu'ils se sentent aussi frustrés que nous. Certains jours, je recevais jusqu'à 50 lettres de blancs. Les blancs qui assistaient à mes meetings me demandaient sans cesse: que pouvons-nous faire, nous qui sommes sincères? Ce qui me fait penser à la petite étudiante blanche dont je vous ai parlé, celle qui avait pris l'avion de Nouvelle-Angleterre pour me rencontrer au restaurant musulman de Harlem. Je lui avais dit alors qu'il n'y avait rien à faire. Je le regrette. Si seulement je connaissais son nom, si je pouvais lui écrire ou lui téléphoner, je ne lui parlerais plus ainsi.